C'est la dernière ligne droite de la matinale. Il est 8h30. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur le plateau, nous sommes ensemble du lundi au vendredi de 7h à 9h. Et ce matin, nous allons notamment revenir sur le casse-tête des établissements scolaires pour gérer les absences de professeurs. Entre isolement, arrêt maladie et pénurie de remplaçants, c'est quasiment mission impossible pour assurer une continuité de cours. Le plus de l'info aujourd'hui, il nous conduit au Sable d'Olonne. Gros plan sur la prochaine transformation de Port-Olona. La ville a présenté il y a quelques jours les pistes envisagées par le Conseil du nautisme pour le réaménagement du port de Plaisance. Et puis le projet du jour, ça c'est à Challans que ça se passe avec le collège Saint-Joseph qui est à mi-parcours de sa cagnotte Hello Asso pour aider une école de Dakar et qui va donc vous expliquer en quoi vous pouvez l'aider. Voilà pour l'aperçu du jour. On va regarder la météo avant de commencer le journal. Et vous le voyez, c'est une matinée relativement douce quand même pour ce 31 janvier. Une matinée douce qui commence et qui devrait se poursuivre. 7 dans les terres, 9 sur la côte, avec quelques éclaircies et en tout cas une journée nettement moins grise que ce que nous avons eu au cours du week-end. Cet après-midi, même programme, même chose. Les éclaircies devraient se maintenir. 9 degrés sur l'ensemble de la Vendée. Attention, quelques averses ne sont pas à exclure dans le centre notamment du territoire. Regardons rapidement également les marées de ce lundi. La mer est toujours en train de baisser, elle sera au plus bas à la fin de la matinale. Les coefficients, à l'inverse, eux, montent progressivement. Les plus forts, ce sera mercredi avec une basse mer de mémoire aux alentours de 11h30. Ce sera donc parfait pour aller faire un petit peu de pêche à pied. Nos marchés du lundi, nous reprenons comme d'habitude la semaine en douceur. Quelques rendez-vous alimentaires qui sont toujours les mêmes. Jars-sur-Mer, place des Ormeaux, Benay, place du Champ de Foire ou encore sur le quai de Port-Joinville sur l'île Dieu. Il me reste à souhaiter une bonne fête au Marcel, à souhaiter un bon anniversaire si vous êtes né un 31 janvier. Et ça tombe bien, c'est le même jour que le chanteur Justin Timberlake qui fête aujourd'hui ses 41 ans, ou comme Franz Schubert aussi qui est né un 31 janvier et qui est mort lui à 31 ans. Passons au journal. Et nous commençons donc avec le casse-tête des écoles, des collèges, des lycées depuis la reprise après les fêtes de fin d'année. Entre le protocole sanitaire des élèves, celui des professeurs ou encore les absences dues à d'autres maladies, aucune journée ne se passe sans avoir à gérer des trous dans les emplois du temps scolaire. La fermeture des établissements en fin de semaine pour les vacances d'hiver sera la bienvenue. Pierre Dalicieux. Pas facile de s'organiser dans ce collège comme dans beaucoup d'autres. Ces élèves sont dans la salle de restauration collective, mais l'heure du repas est encore loin. Le but, rester au chaud en attendant le prochain cours. On trouve toutes les stratégies pour pouvoir accueillir les élèves coûte que coûte. Et donc là, ils sont au self en attendant la prochaine heure de cours. Ils font quoi? Ils font des jeux? Donc là, ils s'occupent avec des jeux de société sous la responsabilité d'un éducateur. Et donc ils iront en cours après, donc en troisième heure de la matinée. Aujourd'hui, 7 professeurs sont absents, alors il faut se creuser la tête et trouver des solutions, le tout sans remplaçant. Ce professeur d'histoire géo prend au pied levé cette autre classe, une situation qui n'est pas bonne pour l'apprentissage. Aujourd'hui, il doit y avoir une douzaine d'absents, c'est à peu près ça. Donc hier, c'était à peu près pareil. Et la difficulté, c'est que c'est jamais les mêmes élèves. C'est-à-dire que depuis 3 semaines, certains ont été malades pendant une dizaine de jours, sont revenus. Et puis les autres tombent malades à leur tour. Et puis donc c'est très difficile de faire un suivi pédagogique actuellement. Enfin, on s'adapte. Même constat à la vie scolaire, ici le téléphone ne cesse de sonner et la journée entière tourne autour du virus. Pas le temps de s'occuper des affaires courantes. Il faut gérer tous les positifs et puis surtout tous les cas contacts. Faire les courriers de l'ARS, faire les bons pour les autotests. On fait ça toute la journée maintenant. Du matin au soir, je ne fais plus rien d'autre. Donc les absences des élèves et puis les absences des professeurs aussi qui sont pas mal contaminés. Je suis là le matin à 7h30 et je suis là jusqu'à 18h30 tous les jours. D'accord. Voilà. Et je gère que ça, je ne fais plus rien d'autre. Le planning change sans arrêt. Un véritable casse-tête pour les équipes qui attendent les vacances avec impatience. Ah oui, il faut que ça s'arrête, oui. Heureusement qu'il ne reste plus qu'une semaine là, avant les vacances. Et puis j'espère que tout le monde va pouvoir se reposer et qu'à la reprise, tout ira mieux. Depuis début janvier, dans cet établissement qui compte 430 élèves, 140 ont été absents à cause du Covid.
Et ce lundi matin, ce sont 1246 classes qui sont actuellement fermées dans l'académie de Nantes, ce qui représente 8% de la totalité des classes. Et donc, il y a la Vendée, évidemment, dans l'académie de Nantes. En bref, toujours concernant les enfants, les Sables d'Olonne qui annoncent l'ouverture aujourd'hui d'un centre de dépistage spécifiquement réservé aux moins de 12 ans. Ce ne seront que des tests salivaires qui seront pratiqués sur place. Résultat 15 heures après. Le rendez-vous est à prendre sur Doctolib. Une nouvelle mobilisation des professions du secteur social est prévue demain, mardi 1er février. Un collectif a vu le jour à la suite du premier rassemblement, c'était le 7 décembre dernier. Travail social en survie, c'est son nom, veut lutter contre la dégradation des conditions de travail et d'accompagnement. Écoutez. Il y a clairement un souci dans les modalités de travail et les moyens alloués. Mais il y a aussi un souci de reconnaissance salariale. C'est qu'aujourd'hui, on a clairement un secteur dans lequel il est de plus en plus difficile de recruter des personnes compte tenu des bas salaires et aussi des responsabilités qui augmentent et d'une situation sociale en France qui se dégrade. À un peu plus de 900 jours du lancement des Jeux Olympiques 2024 à Paris, retour à présent sur la semaine olympique et paralympique qui vient de se tenir dans plusieurs établissements de l'Académie. L'objectif était de promouvoir tous les sports que l'on retrouve habituellement au JO. Et à Belvigny, vous allez voir qu'on a misé sur les parasports en compagnie de professionnels. Aurélien Huard. Changer le regard sur le handicap en découvrant le handisport et le sport adapté, c'était l'un des objectifs de cette semaine olympique et paralympique au collège de Belvigny. Ce jeudi, les élèves ont pu se mettre à la place de sportifs handicapés, physiques ou mentales. Torball, tennis fauteuil ou encore biathlon adapté avec carabine laser et course en fauteuil étaient au programme. On est du coup dans la transmission des valeurs du sport, mais ces valeurs-là, elles sont autres que la compétition et puis le sport en lui-même. On va sur d'autres champs et le paralympisme, évidemment, en fait partie. Et on apporte autre chose comme la détermination, vraiment l'échange, le respect de l'autre. Et du coup, on permet ça, je pense, aux élèves aujourd'hui. Les collégiens ont aussi pu se rendre compte que le haut niveau existait dans le handisport. Ils ont eu l'occasion d'échanger quelques balles avec Geoffrey Jaziak, joueur de tennis fauteuil. Ce qui est important dans cette journée, c'est de partager mon expérience de sportif, de handisportif, de leur faire découvrir une activité qu'ils ne connaissent pas forcément. Et puis c'est vraiment partager et puis même pour eux découvrir tout ce genre de choses. Des ateliers ludiques durant lesquels les élèves se sont amusés, mais ils ont aussi pu prendre conscience des difficultés quotidiennes des personnes en situation de handicap. C'était une belle expérience, surtout avec les fauteuils, et on a pu découvrir plein de handicaps. Les fauteuils, c'est difficile avec les bras, parce que ça fait mal. C'est pas simple de se baisser, ça fait mal au dos, et pour attraper les balles, c'est pas simple. On a appris plein de choses. Je trouvais juste que le fauteuil, ça fait très mal au bras quand même, même au bout de 15 minutes. Et le handicap mental aussi, c'est difficile de se rappeler. Ces ateliers handisport complétaient une semaine olympique bien remplie au collège Saint-Exupéry avec une conférence nutrition santé et 2 jours de cross où les élèves ont parcouru 2024 km. Quelques images également d'Aloïse Retornas qui était elle au Sables d'Olonne, toujours dans le cadre de cette semaine olympique et paralympique. La médaillée de bronze en voile l'été dernier aux Jeux Olympiques de Tokyo est allée à la rencontre des élèves du lycée Éric Tabarly, l'occasion de transmettre sa passion et de susciter des vocations. Susciter des vocations, ce fut peut-être aussi le cas samedi soir à La Roche-sur-Yon. Une semaine après son match suivi par des milliers de personnes à travers le monde, Cyril Gane était de passage dans sa ville de jeunesse, là où sa famille vit encore. Un déplacement qui lui aura permis de remercier ses soutiens vendéens, mais aussi de constater que sa discipline, le combat en MMA, commence à faire parler de lui. Pierre Dalicieux, Albin Mouton. Ils étaient nombreux ce samedi soir pour accueillir Cyril Gane au Parc Expo des Oudéries. Un soutien apprécié par le Vendéen, de retour chez lui après son combat en Californie dans la nuit du 22 au 23 janvier dernier. Il y avait un événement déjà qui a été fait donc le jour du combat, un énorme soutien. Les gens se lèvent pour moi, ils cassent leur rythme, ils cassent leur nuit, ils s'empêchent d'aller en week-end pour me supporter, donc c'est la moindre des choses d'être là pour eux aujourd'hui.
Un combat qui, malgré la défaite, aura permis de mettre en lumière le MMA, une discipline encore méconnue en France et en Vendée. Le MMA est encore méconnu, j'ai l'impression, le mois dernier. J'ai des amis, des parents, etc. qui ne suivaient absolument pas et qui du jour au lendemain, j'ai adoré le combat. J'ai adoré Cyril, c'était super, c'était une superbe soirée. Donc ça c'est très encourageant et c'est surtout flatteur. À l'intérieur de la salle, 2000 personnes au total sont venues l'acclamer, échanger avec lui et le voir de leurs propres yeux. On le suit depuis qu'il est là. Donc voilà, c'est un gars de chez nous qui parle de chez nous, ça fait du bien. Ça pourrait être mon pote, quoi. Il est super cool, ça se voit, il est facile. J'ai pratiqué de la boxe thaïlandaise pendant 3 ans et puis j'ai toujours voulu le rencontrer. C'était un peu une idole pour moi. Ouais. Puis de le voir en vrai, ça fait un peu bizarre. La ville de La Roche-sur-Yon entend également surfer sur la personnalité et les performances de Cyril Gane. Des projets devraient voir le jour dans le futur. Il est ambassadeur de la ville, mais je pense qu'il va être aussi ambassadeur de la MMA. Et étant donné que La Roche-sur-Yon, c'est sa ville de naissance, c'est là où il a fait du sport, on travaille déjà, oui, effectivement, sur des projets à moyen terme. Pourquoi pas sur déjà une section qui devrait avoir lieu au mois de septembre avec le club de boxe. Et puis après, le reste, c'est bien sûr travailler avec Cyril sur un projet de salle MMA et qui soit bien sûr l'ambassadeur de MMA à La Roche-sur-Yon. À 31 ans, Cyril Gane devrait encore faire lever les foules grâce à ses performances en MMA. En 11 combats depuis ses débuts dans la discipline, le Vendéen s'est imposé à 10 reprises pour une seule défaite en finale du championnat du monde face à Francis Ngannou. Et puis toujours en sport, quelques images maintenant de handball avant de refermer ce journal. Un aperçu de ce que vous allez pouvoir retrouver en milieu de journée dans 85 chronos. Ce sera avec Aurélien Huard. L'équipe féminine de National 1 recevait Mios Biganos pour un match en retard de la 12e journée. Match très disputé tout au long de la première mi-temps. Malheureusement, la fin de partie tourne en faveur des Girondines. Score final 21-26. On passe pas loin. Mais c'est dommage parce que défensivement on tient bien une mi-temps, enfin on tient presque tout le match bien. C'est plutôt en attaque où on en a des problèmes. Et on prend 5 ou 6 la deuxième mi-temps sur des contres. C'est là où la différence elle se fait. Sur des erreurs non provoquées, on va dire en attaque placée. Enfin, il y a pas mal des choses à corriger sur notre attaque. Donc je pense que c'est là qu'on perd le match. Il ne manquait pas grand-chose, mais on passe à côté. Images et propos recueillis par mon confrère Cyril Guillet. Voilà pour les infos de ce lundi matin. On va passer maintenant à la minute positive dans laquelle nous allons parler, vous allez le voir, de jardin de tisane. Et puis on va se retrouver juste après pour la suite des chroniques. À tout de suite. De la terre des 4 coins de la France, rapportée par les familles des résidents de cette Marpa. Ça vient de Pyrénées-Orientales. Voilà. Ça vient des montagnes. Un geste symbolique pour lancer un projet, planter un jardin de tisane pour l'année prochaine. Une idée de la directrice de cet établissement. Avec toutes ces belles plantes, on se fera des bonnes tisanes. Hein. Il y a moyen quand même. Hein. Oui. Ce sera bon, meilleur que les sachets. Oui. Ah, oui. Lorsque vous vous promenez dans un jardin où il y a des plantes, il y a une odeur bien qui se dégage, qui est très agréable. C'est ce que l'on aura prochainement. Une idée venue après les confinements successifs et l'isolement des résidents. L'objectif, pouvoir accueillir ici les familles sur cet espace, pour le moment sans ombre, mais qui va être transformé, car avec le jardin des tisanes viendra des espaces ombragés, pour créer un lieu de rencontre convivial. L'isolement était difficile à vivre dans les appartements, ça a été compliqué. À l'intérieur des salons, on avait essayé de faire convivial, mais ça n'a jamais été facile. Ça s'est bien passé, mais ça n'a jamais été facile. Donc les beaux jours arrivant, on a essayé d'imaginer quels espaces on pourrait aménager dehors. Donc sur notre pelouse, il n'y a pas d'arbres pour pouvoir créer des espaces conviviaux. Donc on a imaginé avec les résidents quelles plantations nous pourrions faire. Donc je pense que le projet est en train de se bâtir là tout doucement, entre des pergolas, entre un jardin des tisanes. Ça a été la volonté des résidents. Une opération qui s'ajoute à d'autres ici où tout semble être fait pour faire sortir les résidents de leur chambre ou appartement, comme cet éco-pâturage où ces 2 chèvres semblent être désormais habituées à leurs nouveaux voisins. Il est
est 9h moins le quart sur le plateau de la matinale, c'est l'heure du plus de l'info avec un gros plan aujourd'hui sur la prochaine transformation de Port-Olona. Les Sables d'Olonne ont présenté il y a quelques jours les pistes envisagées par le Conseil du nautisme pour le réaménagement du port de Plaisance. Le résultat est prévu en 2040, mais d'ici là, eh bien voici quelques pistes pour vous. C'est la proposition des acteurs du nautisme sablais pour faire grandir, évoluer leur port, Port-Olona, qui est à la fois un lieu de vie, c'est une zone d'activité économique, c'est en même temps le théâtre de grands événements sportifs internationaux, c'est aussi le lieu d'accueil de nos clubs sportifs nautiques, les sports nautiques sablais, les savants des courses au large, qui donnent beaucoup d'énergie aux Sables d'Olonne. Et en fait, comme tout le monde est en pleine croissance, tout le monde est en pleine dynamique, tout le monde a besoin d'espace pour imaginer se développer sereinement dans l'avenir. Toutes ces personnes ont été mises autour de la même table pour créer un peu d'effervescence et de bouillon de culture et pour établir une carte, un schéma futur d'aménagement qu'on a baptisé Port-Olona 2040. Le parti pris du Conseil du nautisme, ça a été de ne pas étendre le port sur l'eau et donc de ne pas étendre le port sur le marais d'Olonne et sur la Chenou. Donc l'idée, c'est d'optimiser le bassin à flot pour créer des places à l'intérieur, créer un port à sec qui va libérer des places aussi à l'intérieur du bassin à flot, mais de ne pas l'étendre au-delà de ses frontières physiques actuelles. Le port va gagner en surface à terre, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'hectares côté sablière, donc à l'est de la Chenou, qui vont être mobilisés pour permettre l'expansion, l'agrandissement progressif du port en fonction des besoins des professionnels, des clubs et des forces vives du nautisme aux Sables d'Olonne. Et ce schéma, il va être proposé aux élus du conseil municipal des Sables, aux élus de l'agglomération, au département, à la région, pour que ça devienne un grand projet et avec plein de sous-projets, pour que l'ensemble des intérêts particuliers des différents acteurs concourt à l'intérêt général et au bien commun de la ville des Sables d'Olonne, qui est une station pilote en matière de nautisme. C'est pas seulement des événements internationaux, c'est aussi notre façon de vivre les Sables d'Olonne. Je pense que les élus n'auront pas intérêt à briser ce consensus, voudront sans doute corriger, améliorer certains points, mais globalement ça donne une trajectoire, une ligne directrice qui correspondra à la vie des élus de manière schématique. Port-Olona 2040, ça commence en 2022, puisque d'abord il faut approuver le schéma d'avenir. Et après, il faut fixer les priorités. Et dès cette année, la SEM, les Sables d'Olonne Plaisance, qui gèrent ce bassin, la ville, l'agglo, prendront des décisions qui seront des premières pierres, des premiers litres d'eau salée au moulin de Port-Olona 2040. Et année après année, décennie après décennie, on arrivera à avoir un projet d'ensemble cohérent sur l'ensemble du développement du port. Et c'est un plus sur le devenir de Port-Olona que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet dans la rubrique Actu. Passons au projet du jour. Et pour ce projet du jour, nous prenons la direction de Chaland. Ça fait plus de 30 ans maintenant qu'il existe un lien entre le collège Saint-Joseph de Chaland donc, et l'école primaire de Ngoé au Sénégal. L'école de l'Alliance, une école chalandaise là aussi, a rejoint le duo en 2010 et chaque année, eh bien, les Vendéens récoltent de l'argent pour l'envoyer sur place. Cette fois-ci, ils aimeraient financer des sanitaires qui ne seraient pas mixtes pour les enfants de l'école et de nouveaux bancs. Regardez. Bonjour, je m'appelle Anne-Claire Maras, je suis professeure de français au collège Saint-Joseph à Chaland. Bonjour, je suis Hervé Rocan, le directeur de l'école de l'Alliance à Chaland. Nous sommes aussi tous les deux bénévoles dans l'association Saint-Joseph Ngoé Alliance. Avec d'autres membres de nos communautés éducatives, nous soutenons, nous accompagnons l'école de Ngoé au Sénégal. Depuis 32 ans, nous finançons la scolarité de beaucoup d'élèves ainsi que divers projets. Et en 2015, j'ai eu la chance de pouvoir faire un voyage là-bas et je vous laisse découvrir quelques images de ce fabuleux voyage.
Après une campagne rondement menée dans nos établissements scolaires, on ouvre la campagne désormais à tous les donateurs qui, je l'espère, vont nous permettre de couvrir la totalité des projets que nous avons pour cette école cette année. En l'occurrence, la création de sanitaires non mixtes et également des bancs de renouveler le mobilier scolaire des classes. Rien que pour vous, la campagne est prolongée jusqu'au dimanche 6 février. Rendez-vous sur le site Hello Asso. Et donc nous voulons terminer cette présentation par une expression sénégalaise Niofar, qui veut dire on est ensemble. Et c'est un projet à retrouver sur helloasso.com en tapant Saint-Joseph Ngoé Alliance. Vous l'avez entendu, la cagnotte a été spécialement repoussée pour vous, téléspectateurs de la matinale. Vous avez encore une semaine pour participer si vous souhaitez donner votre petit coup de pouce. Passons à l'extrait. Et cet extrait du jour, c'est les passionnés. Évidemment, on est lundi, donc nous allons partir avec Grégoire à la rencontre de Bernard, qui n'est autre que le président de l'association des fabophiles de Vendée. Et il en connaît effectivement un rayon, Bernard, en ce qui concerne les fèves. Il en a à peu près 64 000 exemplaires à la maison. Bernard, est-ce que vous allez oser nous le dire? Combien avez-vous de fèves dans votre collection? Alors aujourd'hui, j'ai à peu près 64 000 fèves, 63 000, un petit peu plus. Mais j'ai arrêté de compter. Oui, parce que là, à ce niveau-là, on peut un peu se tromper. quasiment 64 000 fèves. À partir de 2004, il y a eu quand même une rencontre qui a fait que là, la collection est devenue une collectionnite aiguë pour vous. Et c'est un peu l'année de la passion, même si vous étiez un petit collectionneur de fèves avant. C'est ça. En fait, en 2004, j'ai rencontré quelqu'un. Et une collectionneuse aussi. Collectionneuse. À Aisnay, je crois. Ouais, à Aisnay, au Forum des associations. Et là, là c'est parti en fait. On a décidé de se revoir, de créer l'association. Qui existe toujours. L'association des fabophiles de Vendée. Voilà, parce que je suis toujours le président. Monsieur est fabophile, hein, c'est le nom qu'on donne aux collectionneurs de fèves. C'est très facile, fabo pour fèves et fil pour collectionneur. Donc en fait, on a créé l'association et les gens sont venus se greffer avec nous, d'où des échanges. Et là, c'est vraiment parti à fond, je dirais. Et ma collection a commencé à s'intensifier à partir de ce moment-là. On a commencé à faire les salons, on a fait de plus en plus les vides-greniers. Vous avez même créé avec votre association une bourse aux fèves qui a lieu tous les ans à Aisnay. Tous les ans à Aisnay, il y a la bourse aux fèves qui est, au point de vue superficie, la plus grande bourse aux fèves de France. Cette année, ça a eu lieu le 14 novembre, parce que c'est toujours au mois de novembre, parce que les nouvelles séries de fèves sont à peu près à cette période-là. Donc, on est le premier salon à avoir les fèves, les nouvelles fèves de l'année. Et donc, vous l'avez entendu, rendez-vous à Aisnay au mois de novembre. Et d'ici là, les passionnés fabophiles, c'est à retrouver en intégralité ce midi avec Grégoire de Châtillon. Avant de passer au dernier appel du jeu de la matinale, on va faire le point sur 2 grands titres de ce matin avec ce lundi de dernière ligne droite avant les vacances d'hiver de la zone B. Un répit attendu avec impatience dans les établissements scolaires qui jonglent depuis Noël entre les absences des élèves confinés et des enseignants non remplacés. Vendredi et ce matin, 1246 classes étaient ainsi fermées dans l'académie Vendée incluse. Et puis 2000 personnes réunies à La Roche-sur-Yon samedi soir pour aller à la rencontre de Cyril Gann. Le petit prodige du combat MMA était de passage dans sa ville de jeunesse pour remercier ses soutiens vendéens. La semaine dernière, Cyril Gann avait tenté de décrocher le titre de champion du monde de sa discipline en Californie. On passe au jeu de la matinale. Et donc, vous l'avez entendu, on pose une question en lien avec les passionnés. Pas les passionnés de cette semaine, mais plutôt un numéro de la semaine précédente. Comment s'appelle un passionné du ferroviaire? Eh bien, Grégoire le sait, mais vous, le savez-vous? Comment s'appelle un passionné du ferroviaire? Vous avez jusqu'à vendredi midi pour nous envoyer votre réponse. L'indice du jour, Johnny Cash, Jean Castex et Walt Disney avaient un point commun. Ils sont tous les 3
passionnés de ferroviaire. Donc comment peut-on les appeler ? À vous de nous donner la réponse. À la clé, 4 gagnants cette semaine. C'est bientôt les vacances, on est généreux. 4 gagnants qui repartiront chacun avec 2 places pour le festival Le Goût des Langues à la salle de la Balise. C'est un nouveau festival à Saint-Hilaire-de-Riez pour promouvoir les patois locaux, que ce soit en musique, en seul en scène, pour les petits ou les grands. Vous avez donc 4 possibilités de partir à la découverte de ce tout nouveau festival qui se tiendra sur la 2e quinzaine du mois de février. C'est la fin de cette matinale. Et oui, déjà, merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver maintenant demain dès 7h en direct pour un nouveau début de journée ensemble. D'ici là, très bon lundi et à demain.